Donc voilà, je suis David Marcillon, je suis responsable du réseau scientifique philosophie, architecture et urbain, donc qui est un réseau qui, à travers différents événements, donc traite de la rencontre déjà entre architecture et philosophie. Et donc voilà, on est très heureux de vous accueillir. Je vais tout de suite passer la parole à Simon Tessou, directeur de l'école d'architecture, pour voilà, nous accueillir dans notre belle école. À toi, Simon. Merci, David. L'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand est très heureuse de vous accueillir pour ce colloque architecture et philosophie, prendre soin, organisé par le réseau scientifique thématique Philo. Je tiens à remercier le comité d'organisation, Céline Baudard, David Marcillon et Chris Younes. Et je remercie également l'ensemble des membres du comité scientifique, Céline Baudard, Xavier Bonneau, Stéphane Bronzani, David Marcillon, Jean-Baptiste Marie, Sophia Mers, Maël Tessier et Chris Younes. Enfin, je salue aussi l'implication des services de l'école, le service intérieur, le service de la communication, le service de la recherche, et mes pensées se dirigent évidemment vers Nathalie Sabaté, qui a été la cheville ouvrière dans la préparation de ce colloque. Cet événement renoue avec les rencontres architecture-philosophie, initiées dès le milieu des années 1980, c'est une histoire ancienne maintenant, qui ont rythmé la vie de l'école et qui marquaient les débuts puis l'essor des thématiques et objets scientifiques qui animent encore pleinement le réseau Philo aujourd'hui. Il m'est donc tout particulièrement agréable de réaffirmer combien le soutien de l'école demeure sans faille vis-à-vis du réseau Philo. Sa place au sein de l'école prend même une nouvelle acuité dans le contexte du développement de la recherche et des relations étroites qui commencent à se tisser avec l'UMR mixte de recherche-ressources. Je tiens également à saluer l'ensemble des intervenants. En lisant le contenu du programme de ces 2 journées, il n'est pas difficile de constater combien l'architecture, l'urbanisme, le paysage, les sciences humaines et sociales peuvent apporter aux grandes questions qui hantent nos sociétés dans la prise de conscience des fragilités et incertitudes de notre monde. Ce colloque aborde la problématique des risques, des vulnérabilités, des incertitudes, sous un angle original, celui du prendre soin, du care, du ménagement des territoires. Si je peux me permettre de prendre un exemple dans le champ de l'architecture, la crise sanitaire actuelle souligne par exemple à quel point la conception de nombreux logements paraît peu adaptée à la vie de ses habitants. Absence de prolongement extérieur, cuisine reléguée au fond du séjour, salle de bain sans éclairage naturel, difficile cohabitation des activités parfois, astreint à résidence pendant les nombreux confinements, des confinements donc à répétition. Nombreux sont ceux qui se sont aperçus que leur propre logement ne prenait pas soin d'eux, mais obéissait plutôt à des critères de rentabilité financière de la promotion privée. Ceci interroge les mécanismes de production des logements. Mais au-delà de cette considération anthropocentrée, un peu égoïste aussi, d'une certaine manière, tant nous pouvons nous considérer ici en France, et pour la plupart d'entre nous comme des privilégiés en comparaison avec des milieux humains en grande souffrance ailleurs dans le monde, les enjeux du XXIe siècle nous invitent à prendre soin des autres formes du vivant, et pas uniquement la seule espèce humaine. Alors je pose la question suivante, quelle place l'architecte peut-il laisser au monde animal, par exemple, au monde végétal? Comment pouvons-nous mieux considérer et partager le sol, par exemple? Comment l'architecture, la régénération des territoires, la réparation des territoires, on pourrait dire aussi, peuvent-ils contribuer à inclure davantage la nature et les activités agricoles dans les espaces habités? Prendre soin des autres formes du vivant, avec force et détermination, revient aussi certainement à mieux se considérer soi-même. Je suis heureux que ces réflexions démarrent aujourd'hui au sein de l'école. Je regrette de ne pouvoir rester que ce matin, il y a d'autres obligations cet après-midi et demain, mais je sais pouvoir retrouver vos interventions respectives sur la chaîne YouTube de l'ENSACF et je m'en réjouis.
Un dernier mot pour vous dire à quel point ce colloque est tout à fait raccord, comme on dirait aujourd'hui, avec notre projet d'établissement, dont je ne vais pas répéter ici les particularités, tant nous les avons entendues ces dernières années. Mais en tout cas, cette rencontre qui démarre aujourd'hui est la 3e de l'année, après celle organisée par l'école de Clermont-Ferrand et celle de Saint-Étienne pour le réseau thématique scientifique Espace rural projet spatial intitulé Sol en partage, et le colloque Réhabitons les petites villes, porté par l'UMR Ressources. Pour moi, cette série de 3 colloques, dont les thématiques se font l'écho, me semble-t-il, témoigne du dynamisme de notre établissement et des enseignants-chercheurs qui la font vivre. Je m'en réjouis profondément et je vous souhaite d'excellents travaux et débats. Merci. Juste un petit mot avant de commencer avec grande impatience, parce que c'est ce colloque là sur 2 jours avec une première soirée que l'on a fait hier autour de la publication de la revue de ce réseau qui s'appelle la revue Philotope, qui a traité de la question de la recherche en architecture. Voilà, on est très très impatients, je pense à la fois un petit peu ému, Chris et moi-même, parce que c'est un projet... Voilà, ça fait 3 ans quoi, voilà, qu'on attend cette journée. Le fait d'avoir imaginé cette journée, et puis évidemment, vous le savez, avec ces événements, les décalages et les reports. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir, ce qui rend d'autant plus précieux votre venue à tous. Voilà, c'est pour vous dire aussi que ce colloque va être enregistré et effectivement, comme tu l'as dit, sera sur la chaîne YouTube et suivra une publication sous forme d'acte de colloque augmenté par ailleurs. Voilà, c'est vrai que pour nous c'était un enjeu important parce que le philo a eu aussi une actualité importante récemment. Il y a eu un colloque à la Cité de l'Architecture sur la question des risques il y a quelques semaines. Là on est sur le 2e événement en association aussi avec l'UMR Ressources, qui est l'UMR de l'école d'architecture, et le laboratoire Gerfo, voilà, qui est un partenaire depuis toujours. Voilà, donc pour nous c'était un moment extrêmement important de, j'allais dire, se ressourcer, voilà, parce que pour nous le philo c'est l'école d'archi de Clermont-Ferrand, et l'école d'archi de Clermont-Ferrand pour nous c'est aussi le philo, et c'est cette lisibilité, et je tiens à remercier le soutien que tu as pu apporter, Simon, pour que ça puisse se passer. Et on a la chance d'avoir une toute petite fenêtre de tir, j'ai l'impression, et d'ouverture pour rendre possible notre rencontre, ce qui pour nous est extrêmement précieux. Voilà, donc au-delà de ça, c'est évidemment une question, c'est un voyage finalement, j'espère, pendant 2 jours, avec des visions très, très ouvertes, très différentes, des points de vue très très différents, où la question du prendre soin évoquera bien sûr, comme d'une manière un peu évidente, on peut y associer la question de la santé. On aura des interventions qui toucheront à cette question-là, ou la question du bien-être, mais au-delà de ces 2 mots, de prendre soin, ou de certains, si on le décline parfois en anglais, du care, en tous les cas, on va avoir une exploration extrêmement large qui va partir de points de vue d'architectes ou d'urbanistes praticiens par rapport à leurs expériences, comment ces notions traversent leur travail, et avec nos amis philosophes, d'avoir aussi des éclaircissements sur cette notion, je dirais, attitude et approche éminemment cruciale aujourd'hui, qui devient un leitmotiv effectivement du prendre soin. On a cette jolie affiche où je tiens à saluer et remercier Olivier Agide, qui est un artiste qui nous a transmis ce dessin-là, où évidemment il y a aussi un prendre soin plus global aujourd'hui, et qui s'impose par rapport aux différentes crises que l'on peut connaître. Voilà pour ces mots d'introduction. Je vous remercie encore 1000 fois d'être présent. Et puis j'invite du coup Chris Younes pour lancer cette première matinée, cette première ouverture. Et j'invite également Fabrine Brugère de nous rejoindre et de s'installer. Et puis Daniel Payot, éternel contributeur et précieux contributeur et ami du réseau. Et un très très grand plaisir encore
tous nos remerciements, Fabienne, pour être avec nous ce matin et nous apporter votre regard sur ces thèmes-là. Chris, c'est à toi. On va peut-être m'aider à trouver les papiers. Je m'en occupe. Je te prie. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Donc, nous allons donc démarrer cette rencontre, donc architecture et philosophie, prendre soin. C'est un thème qui est très polémique, d'une certaine manière. Il a plusieurs sens. On pourrait faire à propos de cette question du prendre soin. Il ne va pas de soi que les maîtres d'ouvrage, que le monde de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, à la limite, l'adopte immédiatement. Mais en tout cas, nous mettons vraiment ces 2 jours sous le débat, hein, sous la forme du débat, puisqu'en fait, c'est vraiment l'esprit du réseau philo, depuis ses origines, c'est de donner la parole, finalement, à des points de vue très différents, à des disciplines différentes. Bien sûr, la philosophie et l'architecture, évidemment, sont toujours centrales, mais ça déborde, bien sûr. C'est aussi des points de vue différents, avec des chercheurs confirmés, d'autres, des gens qui démarrent, qui sont donc dans des logiques différentes. Alors, ce qui est vraiment déterminant, c'est comment on va accueillir ce qui arrive. Je pense que c'est un colloque qui s'intitule « Prendre soin, architecture et philosophie », c'est quelque part, d'une certaine manière, se mettre sous cette idée de comment accueillir ce qui arrive. Est-ce qu'on peut dire que le prendre soin, c'est un nouveau paradigme ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau paradigme qui convoque l'architecture, la philosophie et évidemment bien d'autres disciplines pour faire face finalement aux menaces qui assaillent en fait, qui assaillent l'humanité, qui assaillent la Terre. Et dans la problématique de ce colloque, de cette rencontre, on a mis l'accent évidemment sur ces menaces qui touchent et qui sont, on appelle ça la tourmente en fait. C'est une tourmente, ça tourmente les sociétés humaines, les établissements humains, vis-à-vis des précarités, des injustices, des exclusions, des migrations, finalement de tout ce qui réinterroge la question des établissements humains. Donc c'est une idée, en tout cas pour nous, il y a une idée quand même d'une renaissance aussi, d'une renaissance de la réflexion, de la pensée, de l'imagination autour de ce que c'est que faire établissement humain. Et donc quelque chose qui se demande comment est-ce qu'on est capable d'être dans l'hospitalité, dans l'accueil de l'autre vivant, mais aussi des autres cultures et des autres manières d'habiter la Terre. Donc je ne reprendrai pas la problématique que vous avez donc dans le programme, mais c'est quand même dire qu'on a gardé cette idée de architecture avec cette importance qui est donnée au fait à l'architecture dans toutes, on peut dire dans toutes ces dimensions, qu'elles soient celles de la maison, du village, de la ville, de la métropole, du paysage, de la campagne aussi, parce que vous voyez tout ce travail qui se fait autour des mots, des territoires, tous ces mots qui s'entremêlent aujourd'hui dans les écoles d'architecture nous signifient évidemment le grand branle-bas de combat et aussi le grand trouble qui traverse finalement nos manières d'enseigner et de penser et de faire l'architecture. Alors c'est pour ça que je reprendrai juste un petit peu un mot sur l'idée de est-ce que finalement le prendre soin nous indique pas un nouveau chemin, une nouvelle piste d'une certaine manière. Quelque part, c'est vrai que cette affiche d'Olivier, de notre ami Olivier Agide nous parle parce que quelque part ça indique quelque part une trajectoire qui nous emmène où, hein, où nous emmène cette trajectoire, comment prendre cette trajectoire, et en tout cas peut-on avoir au moment où on est à l'ère de ce qu'on appelle l'anthropocène et qu'on espère être dans le début d'un post-anthropocène, est-ce qu'il y a des nouvelles manières, finalement un sursaut dans les manières de se tenir au monde, des manières qui seraient plus attentionnées, solidaires, empathiques?
Oui, donc c'est quand même évidemment tout un programme pour l'architecture. C'est pour ça que révéler, relier, réconcilier, réparer, réemployer, recycler, réhabiliter, réinventer, en fait, tout est finalement des formes d'architecture qui participent évidemment de nouvelles formes d'attention, puisqu'il y a cette idée de repartir, de recommencer. Alors on a souhaité donner la parole à deux philosophes qu'on remercie pour d'avoir accepté finalement ce challenge aussi de démarrer cette réflexion. Donc Fabienne Brugère, qui est professeure à l'Université de Paris 8, qui est responsable de la chaire Philosophie des arts modernes et contemporains, et dont les travaux et publications portent notamment sur la question de l'éthique du Caire. Donc vraiment, merci beaucoup Fabienne, parce qu'on tenait beaucoup à ce que vous puissiez nous amener aussi à cette réflexion sur ce que nous on appelle le prendre soin, mais justement tous ces écarts ou ces rapprochements entre Caire et prendre soin, évidemment, sont dans les réflexions. Et Daniel Payot, qui est donc professeur émérite de l'Université de Strasbourg, qui est l'ami au long cours du réseau Philo, et dont les travaux et publications nourrissent les réflexions sur les rapports entre architecture et philosophie, puisque Daniel Payot avait fait sa thèse, son doctorat de 3e cycle sur architecture et philosophie. Et on peut dire que ce livre, il a vraiment circulé, continue, sur l'architecte et le philosophe, continue à inspirer pas mal de travaux. Et aussi sur les approches contemporaines de la création artistique et de la ville, beaucoup de publications dans ce sens notamment. Donc voilà, donc on vous donne la parole. Merci Fabienne. Merci Chris Younes pour cette invitation. Merci aussi à l'école qui a vraiment un très très beau bâtiment et voilà un très beau paysage autour que je ne connaissais pas. Donc je vais prendre la question du prendre soin par un biais qui est celui de l'hospitalité en milieu urbain, la possibilité d'une métropole hospitalière, ce que j'ai travaillé ces derniers temps, en sachant que vous faire un résumé de ce que serait l'éthique du Caire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est quelque chose que vous pouvez trouver un peu partout dans mes travaux et dans les travaux également d'autres spécialistes de l'éthique du Caire. Et donc la problématique de l'architecture ne sera pas directement abordée en tant que telle. J'imagine que voilà, ce sont des questions que Daniel Payot connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je vais vraiment essayer de poser avec le prendre soin, disons, la condition d'une habitabilité, en particulier en milieu humain. D'autant que je dirais que nous sommes entrés dans une mondialisation malheureuse qui fut d'ailleurs annoncée et préparée par la diffusion des idées néolibérales qui se firent à partir d'un épicentre anglo-américain. On peut citer Thatcher et Reagan, ou encore dans le cadre d'un néolibéralisme sur lequel on pourrait fixer la définition de Michel Foucault, une raison gouvernementale ou une rationalité. On peut dire que ce néolibéralisme a largement affecté les très grandes métropoles, ces villes-mondes sur lesquelles je reviendrai, souvent situées dans les économies du Nord et qui se spécialisent dans les activités à forte valeur ajoutée, dont la finance. Ce vaste assemblage qu'est le néolibéralisme et dont les villes peuvent constituer une scène privilégiée, ne peut être contré, c'est ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, que par d'autres assemblages, et le prendre soin, où la société du Caire en est un. Et donc je vais le déployer par le biais du concept d'hospitalité, d'où ma question. Comment redéfinir un goût des autres, un goût du monde en milieu humain, le goût étant à comprendre en un sens politique, comme une figure de la démocratie qui est toujours sensible, portée par une attention ou encore par un discernement. Cette mondialisation malheureuse, bien sûr, elle s'est révélée spécifiquement avec cette pandémie, dont on peut dire qu'elle a provoqué une méfiance à l'égard de la densité,
une envie de proximité avec la nature, ou comme ça a été rappelé tout à l'heure, le besoin de logements plus grands ou plus appropriés à nos nouvelles formes de vie. De telle sorte d'ailleurs qu'on sait depuis que les villes moyennes et les agglomérations de moins de 100 000 habitants seraient plébiscitées au détriment de métropoles trop concentrées. Donc mieux vaut Clermont-Ferrand que Paris. Et d'une certaine manière, la grande ville semble être de moins en moins désirée, pour une raison, on peut dire, assez simple aussi, à savoir que les inégalités socio-économiques s'y creusent, l'envol des prix de l'immobilier, l'absence de mixité sociale, ou encore l'échec à accueillir les populations les plus vulnérables ne témoignent pas d'une véritable impulsion hospitalière des métropoles. Et bien sûr, le dernier symptôme tient dans la pandémie actuelle qui nous a frappés et qui continue de nous frapper, qui est en quelque sorte une véritable maladie de la mondialisation à l'âge de l'Anthropocène, à l'âge des entrelacements entre les vivants, humains et non humains, à l'âge de l'exploitation forcenée des forêts, ou encore de la non-protection de la biodiversité. Ce phénomène dont Philippe Descola a bien rappelé, en tout cas l'importance, et il a bien rappelé la connexion que l'on peut faire, en tout cas entre la pandémie et puis précisément les questions d'exploitation du vivant. Donc l'environnement lui-même risque ou semble devenir de moins en moins hospitalier. Et celui plus spécifiquement des grandes zones urbaines semble plus fragile que d'autres, tant il a été façonné par un néolibéralisme où la recherche du profit semble avoir fait renoncer au bien-être des individus. Par ailleurs, avec l'arrivée de la pandémie, on sait qu'une véritable crise de la sociabilité est apparue. L'autre est devenu définitivement une menace en tant que porteur potentiel de la circulation de pathogènes. Plus encore, tout ce qui faisait la possibilité d'ouverture vers d'autres pays, d'autres continents, est mis en question. Les zones frontalières deviennent suspectes. Les instruments de la mobilité, les moyens de transport, métro, avion, train, sont considérés comme des lieux de transmission de la maladie. On a eu d'ailleurs là-dessus une dernière enquête. Et donc certains pays, et on l'a encore vu très dernièrement, se protègent en interdisant l'entrée sur leur territoire. Donc toute circulation humaine est mise en question. Et la situation actuelle ne peut que favoriser toutes sortes de replis sur son pays ou sa région, auprès de ses proches et de sa famille. Le risque est bien la peur des autres et le déploiement de différentes formes d'égoïsme cachées dans des logiques affinitaires ou claniques, voire dans ce que l'on pourrait appeler des politiques d'incitation à la haine. Et cette peur des autres vient s'ajouter à d'autres peurs sur lesquelles j'ai travaillé avec Guillaume Leblanc dans La fin de l'hospitalité, à savoir celle du migrant indésirable contre lequel faire mur et les troubles dernièrement à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et ces populations qui se sont retrouvées prises en otage en est encore un exemple parlant. On pourrait aussi citer, du point de vue des murs, cette peur du pauvre que le riche se dispense de voir dans les gated communities, ces communautés fermées très développées dans des métropoles comme Sao Paulo et Delhi par exemple. Donc à certains égards, mondialisation malheureuse, disais-je, et puis aussi une crise. Nous sommes enfermés dans une crise qui est peut-être la possibilité de mutation, mais cette crise, elle a plusieurs facettes.
Elle est sanitaire, économique, sociale, écologique et même civilisationnelle. Et cette pluralité des crises, eh bien, n'aide pas à imaginer un tout. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Myriam Revaud-Dallon dans un livre qui a quelques années, La crise sans fin, où elle expose le fait que la crise est devenue la trame de nos existences, ce qui empêche d'envisager des orientations vers un futur. Et donc, entre autres crises, nous vivons une crise de l'urbanité. D'un côté, le modèle des villes-mondes, Tokyo, Londres, New York ou Paris, est de plus en plus intenable, à la fois socialement et écologiquement. Ces métropoles, qui possèdent des fonctions de commandement à l'échelle mondiale avec un important accroissement du secteur financier, deviennent difficiles à vivre pour une part de plus en plus importante des habitants. L'absurdité des bureaux neufs et vides alors que des gens sont à la rue en constitue une belle démonstration, tout comme les problèmes de pollution liés à la quantité accumulée de particules fines. Cette inhabitabilité a produit en France, depuis un certain nombre d'années, des déplacements de la région parisienne vers les grandes métropoles régionales, déplacements qui ont correspondu avec la mise au point par l'État d'une logique d'attractivité et de compétition entre espaces urbains au nom d'une qualité de la vie et d'une économie à taille urbaine. Les grandes métropoles, disons, qui ont été alors sur le devant de la scène sont des métropoles comme Lyon, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Mais ce dernier modèle se fissure lui aussi. Les problèmes de déplacement chronique entre les lieux d'habitation et de travail sont symptomatiques. La polarisation des inégalités dans les villes-mondes s'est étendue à d'autres villes. Les espaces contaminés, stériles et inhabitables se sont étendus, l'exploitation des hommes et des ressources étant diagnostiquée par Saskia Sassen comme autant d'expulsions qui sont des effets de la mondialisation. Bref, les villes-mondes et les métropoles sont fragilisées par un accroissement des formes de vulnérabilité et un système économique mondialisé qui ne fait que renforcer ces vulnérabilités. Vulnérabilités qui sont à la fois socio-économiques, expulsion des classes populaires, et écologiques, manque d'accès à des espaces verts ou ruraux, air pollué, température de plus en plus chaude. Le risque est que l'on réponde de moins en moins aux besoins des populations vulnérables, d'autant que les finalités de croissance et d'attractivité qui ont orienté le dynamisme des logiques métropolitaines dessinent, entre guillemets, une hospitalité sélective réservée à de nouveaux arrivants qui sont déjà des agents économiques importants, des gagnants de la mondialisation ou des fonctionnaires bien installés. Or, l'hospitalité détient sa valeur quand elle répond à une demande, une sorte d'appel au secours, ce que nous avions établi avec Guillaume Leblanc dans La fin de l'hospitalité. Pour que l'hospitalité se pratique, il est nécessaire que les conditions d'une société ouverte existent, que la perception de la vulnérabilité d'autrui puisse se faire sous toutes ses formes et que l'appel au secours puisse être entendu. Que serait donc, et c'est par ce biais que je prendrai les questions de prendre soin aujourd'hui, ou de care si vous préférez, que serait donc une métropole hospitalière à l'avenir en prenant en compte ce qui vient de nous arriver ou ce qui nous arrive encore. Cette pandémie qui démultiplie les problèmes déjà là, les situations d'exclusion et renforce les inégalités socio-économiques, mais aussi spatiales. Par exemple, une métropole hospitalière, est-ce la même chose qu'une métropole accueillante ou inclusive? N'est-il pas temps collectivement d'assumer les vulnérabilités auxquelles nous faisons face pour renouer avec un vivre ensemble et la perspective précisément d'un goût
des autres et du monde. Donc sur ce préalable à l'hospitalité, j'aimerais tout d'abord faire un sort à cette question de l'attractivité comme règle et passer à la perspective de métropole du quotidien. On sait que l'attractivité a été le mot magique des politiques métropolitaines en France et ailleurs dans le monde. Et pour ma part, j'ai été pendant plusieurs années présidente du Conseil de développement durable auprès de la communauté urbaine de Bordeaux. Et c'est vrai que c'était un terrain intéressant pour voir comment sur ces territoires se sont bien mises en œuvre ces logiques de l'attractivité des métropoles. Je crois que cette question de l'attractivité des métropoles, on pourrait assez bien la renvoyer aux analyses de Gilles Pinson sur la ville néolibérale, qui montre comment se produit une financiarisation des villes, spéculation immobilière qui s'installe et qui ne concerne pas seulement l'immobilier d'entreprise ou le logement privé, mais aussi le logement social. Et nous connaissons tous des exemples d'augmentation exponentielle de l'immobilier dans un certain nombre de métropoles françaises. On peut aussi rappeler que dans les années 80, la politique de la ville incarnait une action publique territorialisée et des rapports centre-périphérie qui étaient placés sous le signe de la contractualisation. Mais qu'à partir de 2003, le plan national de rénovation urbaine incarne une autre politique par le biais d'une agence de l'État, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, où les municipalités soumettent des projets qui font l'objet d'une sélection. Et quand commence cette sélection, eh bien les villes entrent en compétition, mais ça, ce sont des choses que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Donc, il ne s'agit pas, certes, de promouvoir forcément la financiarisation des villes dans ces logiques d'attractivité, mais il s'agit bien d'accroître des mises en concurrence qui renforcent les territoires urbains les plus désirés, les plus dynamiques et les mieux informés, et tout cela au risque d'inégalités accrues. Toutefois, j'aimerais défendre la perspective d'une métropole au quotidien dont nous faisons chaque jour l'expérience. Les habitants d'une ville ne sont pas seulement des sujets économiques. On sait qu'Albert Hirschman, dans Les passions et les intérêts, a bien montré comment, à partir du XVIIIe siècle, on a fait appel aux intérêts pour combattre des passions qui, collectivement, pouvaient devenir dévastatrices. L'esprit du capitalisme, selon lui, tient dans une rationalité économique unificatrice des comportements structurés par l'intérêt. La capacité de calcul, la cohérence définissent ainsi un homo economicus. Mais, et ça c'est l'une des règles essentielles du prendre soin, les humains sont aussi des sujets de besoin. Ils ne font pas que calculer pour arriver à leur fin. Ils ne peuvent vivre qu'avec un toit, des papiers, un travail, des écoles pour les enfants, un système de soins accessible. Les métropoles aujourd'hui doivent prendre en compte plus que jamais ce sujet de besoin, ce qui suppose de reconnaître que nous sommes physiquement et psychiquement vulnérables, dépendants les uns des autres et plus encore liés les uns aux autres, c'est-à-dire interdépendants. Il s'agit bien, comme préalable à une métropole hospitalière, de mettre sur le devant de la scène politique un prendre soin, ce qui suppose de partir du fait que nous sommes toutes et tous liés, que l'inclusion des populations vulnérabilisées est plus désirable que l'exclusion qui aboutit au mur, au quartier fermé et à l'entre-soi social. Il s'agit de poser un préalable anthropologique et éthique aux politiques, une vulnérabilité fondamentale dont nous faisons d'ailleurs l'expérience quotidienne aujourd'hui, ce qui suppose des traitements des vulnérabilités, définir des priorités dans ces traitements, spécifier les types de vulnérabilités, vitales, sociales, environnementales, élaborer des réponses appropriées aux situations de besoin. Les actions publiques
se font alors autrement. Des relations sur le mode du prendre soin avant les dispositifs, des projets adaptés à des sujets dans des situations critiques avant les procédures. Bref, des politiques à même de créer des ouvertures vers les autres, ou ce que j'appellerais volontiers un goût des autres, et qui tient précisément dans un souci de la vie quotidienne des individus, qui est à prendre plus que jamais au sérieux comme objet de transformation politique. De telle sorte aussi que la vulnérabilité devient vraiment une préoccupation, vulnérabilité dont je vous rappelle qu'elle s'étend spécifiquement dans toutes les zones de relégation sociale ou les quartiers les plus populaires, parce que les espaces qui existent ne permettent pas aux individus, pour toute une série de facteurs, d'y adhérer. Il y manque des services publics. Ces quartiers sont souvent traversés par un nœud routier séparateur d'espace. C'est aussi des lieux où, parfois, le trafic de drogue rend toute sociabilité dangereuse. Et donc, si on ne s'approprie pas son territoire, comment peut-on vivre de manière paisible? L'hospitalité a donc pour préalable une égalité dans l'accès à la possibilité de faire usage d'un territoire. Deuxième point, et ce sera mon dernier point, j'aimerais montrer qu'une métropole hospitalière est plus qu'une métropole accueillante. Donc on pourrait dire effectivement qu'il s'agit de rendre les métropoles les plus ouvertes ou les plus accueillantes possibles. L'accueil est celui de l'étranger, et l'on sait par exemple la situation difficile des mineurs isolés étrangers partout en France, souvent condamnés à la rue, mais il doit être aussi cet accueil, celui du pauvre, du chômeur, du handicapé, de l'enfant, du malade chronique, de la personne très âgée, et à chaque fois dans des conditions d'accueil différentes en fonction des situations. J'aimerais revenir sur cette question de l'accueil et donc des structures d'accueil. Et cette figure donc de la ville accueillante tout d'abord qui semble mettre en place une conception du voisinage où ce ne sont pas ceux qui se ressemblent qui s'assemblent, mais ceux qui sont déjà là, d'où des chaînes de solidarité, accueillent ceux qui arrivent, et plus encore ceux qui arrivent et sont dans des situations de vulnérabilité. Dans cette perspective, le niveau métropolitain doit pouvoir disposer d'une autonomie dans les conditions d'accueil. Quand je dis le niveau métropolitain, je parle effectivement de toutes ces villes qui ont un niveau de métropole. Et on doit justement pouvoir conférer des droits locaux en fonction des demandes locales. C'est bien ça, en quelque sorte, pour faire vite, la ville accueillante, qui pose aussi des solutions architecturales et urbaines, dans lesquelles on fabrique un urbain à partir d'une question de l'accueil qui permet de considérer tout ce qu'on appelle souvent les indésirables et les autres invisibles, les migrants, les sans domicile fixe, les travailleurs pauvres, les Roms, mais aussi, maintenant, les populations vulnérabilisées par la pandémie, comme l'ont été d'ailleurs les étudiants ou certains étudiants par exemple, ou encore les populations isolées, comme les personnes très âgées. Mais, et je conclurai là-dessus, une métropole hospitalière est plus qu'une ville accueillante. Elle est plus parce qu'il ne s'agit pas seulement de considérer la possibilité d'entrer quelque part quand on vient d'ailleurs, mais plus fondamentalement, il s'agit de rendre possible une appartenance à un territoire donné. Et bien sûr, là-dessus, je renvoie au travail de Chris Younes ou de Thierry Pacaud, mais aussi de Michel Lusseau sur l'habiter. L'habiter, c'est bien plus qu'accueillir. Je pourrais renvoyer
aussi aux travaux plus anciens de Michel de Certeau dans l'invention du quotidien et à la différence précisément qu'il fait entre la carte et les parcours. La possibilité donc de l'appartenance, de l'appropriation d'un territoire. Et selon moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que pour un peu discuter cette notion, ce verbe habiter, je dirais que 3 verbes pourraient faire l'hospitalité et pourraient dessiner une hospitalité politique. Secourir, accueillir et appartenir. Il ne faut surtout pas oublier ce dernier verbe, appartenir, qui détermine la possibilité d'une citoyenneté et justement d'une appropriation de la vie en milieu urbain, mais dans tout milieu d'ailleurs. L'hospitalité rend possible la construction d'un récit qui témoigne des étapes dans la relation nouée avec un territoire. Et d'ailleurs, sur ce point, je renverrai aussi au très beau texte qui vient d'être publié de Derrida, son séminaire Hospitalité de 95-96, qui me sert pour spécifier cette notion d'appartenance dans le sens d'un prendre soin, à savoir que l'appartenance, c'est d'abord permettre l'appartenance. Et pour permettre l'appartenance, eh bien, il faut précisément se soucier, il faut bien être constamment et totalement sans cesse remué, agité, sans repos, inquiet, anxieux. Et donc, je reprendrai ce texte parce qu'il définit la possibilité d'une hospitalité à travers l'inquiétude, le souci, le soin, avec, avant, je cite Derrida, avant tout autre sens déterminé. Et donc, c'est sur cette perspective-là de l'appartenance et sur cette définition politique de l'hospitalité qui pose un prendre soin des autres et du monde à partir des notions d'inquiétude, de souci ou de soin que j'aimerais conclure en rappelant bien que cette hospitalité suppose bien le sujet de besoin, qu'elle suppose bien du coup une appréhension sensible des besoins et qu'en ce sens, elle n'est pas du tout incompatible avec la perspective d'un goût des autres et du monde. Alors j'ai beaucoup parlé du goût des autres. Ce que je dirais sur ce goût du monde, c'est quand on prend soin des autres, on est dans une certaine perspective de relation soucieuse, d'horizontalité avec les autres, et bien de la même manière, on pourrait aussi prendre soin du monde ou prendre soin de la planète dans le registre aussi d'une certaine sensibilité, d'une certaine horizontalité des relations. Et bien évidemment, ça suppose à nouveau de redéfinir la notion d'habitabilité et ça suppose aussi bien évidemment de considérer une certaine horizontalité des relations entre l'humain et le non-humain. Et donc, je conclurai là-dessus, le goût des autres mène au goût du monde et à une perspective de l'habiter qui est à la fois sociale et écologique. Je vous remercie. Qu'on va pouvoir construire comme relation, comme interdépendance, mais aussi comme appartenance, comme vous l'avez. Évidemment, le déplacement de l'interdépendance vers l'appartenance nous amène vraiment à d'autres horizons. Donc, on a un peu organisé cette intervention en laissant
comme vous l'avez un temps comme ça d'une petite demi-heure d'intervention, et puis 10 minutes de réaction de la salle avant de donner la parole à Daniel, parce qu'évidemment chacun d'entre vous apporte quelque part on a réuni les deux conférenciers philosophes pour cette introduction, mais évidemment on sait bien que chacun porte sa propre parole, et ce qui est pour nous extrêmement précieux. Donc je souhaite évidemment donner la parole à la salle, et j'espère qu'il y aura du monde qui voudra intervenir, sinon je vais désigner des victimes. Et je sais qu'il y a des dérivats aussi par pas mal de personnes dans la salle. Mais est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole à une intervention de Fabienne Rouget? C'est toujours difficile, je le sais, de ne pas venir après un exposé qui nous engage aussi en face de telle responsabilité. J'avais éteint. Merci beaucoup, Zach. Bonjour. Merci beaucoup, c'était absolument incroyable. Est-ce qu'on peut demander à chaque intervenant juste de se présenter comme on enregistre? Oui. Mais alors, comme ça, en un mot. Hein. Je suis Laetitia Dostrevi. Je viens de valider un Master 2 en éducation tout au long de la vie. Et j'envisage une thèse dans ce domaine-là. Et j'ai eu un passif de travail social, et notamment de développement social local. Et le processus de gentrification et la manière dont on va vulnérabiliser les gens et les rendre finalement responsables aussi de leur propre vulnérabilité. C'est quelque chose qui, à mon sens, traverse les politiques de la ville, puisqu'encore il y a 2 jours, Madame Pécresse, il me semble, disait qu'il fallait être peut-être plus dur dans certaines zones territoriales. Et pour moi, on est aussi dans une ancienne forme de criminalisation de la pauvreté qui prend d'autres significations. Et dans le même temps, l'intérêt général, l'État, met en place des moyens pour pallier à ces inégalités. Aujourd'hui, moi, je me demande dans quelle mesure aussi ces dispositifs-là, comme la démocratie participative, comme l'ANRU, dans quelle mesure, en fait, ils ne servent pas aussi à asseoir ce fonctionnement-là, puisqu'on vient attester que c'est normal, cette organisation-là, et on fait tout ce qu'on peut pour y remédier. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci. Merci pour votre question qui est très pertinente et très acérée. Je commencerai par... je suis au comité de rédaction de la revue Esprit et il y a eu 2 numéros sur le travail social. Il y a eu un numéro de 72 avec une table ronde que je vous conseille de lire avec Michel Foucault, Philippe Meyer, Jacques Donzelot et d'autres, mais on pourrait dire le premier Jacques Donzelot. Et puis, il y a un 2e numéro de la revue Esprit sur le travail social et les politiques de la ville en 1998. Et en fait, ce que vous dites aujourd'hui est très intéressant parce que c'est un diagnostic tout à fait juste, hein, à savoir la responsabilité de la vulnérabilité que l'on rend individuelle et que l'on attribue donc aux pauvres eux-mêmes. Dans l'éthique du Caire, dans l'éthique et la politique du Caire, il y a des travaux très précis là-dessus, et sur l'idée qu'il faudrait justement réindexer, recréer une responsabilité collective et non individuelle. Et le néolibéralisme, c'est bien cette idéologie de la responsabilité individuelle. Donc, et criminalisation de la pauvreté, oui, il y a un retour de la criminalisation de la pauvreté. Et c'est très amusant de voir par rapport à ces 2 numéros d'Esprit, comme finalement, nous sommes beaucoup plus près du numéro de 72 que de celui de 98. Parce que celui de 72 met en avant justement tout le risque, si vous voulez, du contrôle, de la criminalisation
dans le travail d'accompagnement social. Et il est à cet égard très intéressant. Alors que, bien sûr, le numéro de 98, il se situe dans le cadre, comment dire, d'un déploiement d'une démocratie sociale qu'il sera en train de se faire, et donc vraiment d'une croyance dans le succès des politiques de la ville. Voilà, donc et donc ce que vous dites est totalement juste, et nous sommes pris dans des sacrées contradictions, parce que d'un côté, nous avons des pratiques mondiales néolibérales qui n'ont pas de raison de s'arrêter avec la pandémie, hein, et on le voit bien dans cette campagne électorale française. Finalement, elles ne vont peut-être faire que s'amplifier. Et puis de l'autre côté, nous avons un État, comme vous le dites, qui se donne des moyens pour pallier des inégalités qui en même temps sont de plus en plus présentes, et où on nous dit de plus en plus que nous sommes chacun responsables de notre destin. Donc effectivement, que faire? Ben, je crois que malgré tout, il faut repartir des territoires. Il faut repartir de ce qui peut se faire ici et là, en termes de collectifs citoyens, en termes de certains types d'associations. Et on peut espérer qu'à un moment ou un autre, ces différentes initiatives qui existent et qui sont extrêmement intelligentes, eh bien, elles permettront autre chose d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais je crois qu'il faut en tout cas inventer en ayant en tête la perspective du sujet de besoin. Mais en même temps, dans un contexte, on le sait depuis 1 ou 2 jours, il y a quand même un contexte de grande difficulté du travail social. On sait qu'il y a des tas de postes où on n'arrive plus à trouver des personnes précisément pour les occuper, parce que c'est des emplois qui deviennent trop durs et pas assez rémunérés, et où, comme vous le dites, il y a une perte de sens, parce qu'on doit gérer les contradictions finalement de la mondialisation. Donc comment faire? Comment faire au début, je crois, par des sortes d'archipels où on arrive à déployer de nouvelles formes de rapport à l'économique, au social et à l'écologique, en croisant toujours les trois. Voilà, mais c'est une réponse très, très générale. D'autres réactions? Il reste encore 5 minutes de temps. Oui. Olivier Perrier, je suis architecte et j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine en histoire, mais aussi en poème. Sinon, je porte un petit peu, je ne sais pas si l'acoustique permet. Moi, j'entends pour ma part, mais ici, en tout cas, on entend. Ah oui. C'est parce qu'on enregistre, c'est ça l'intérêt. Ah oui, alors encore plus porté. Oui, alors là. Ça y est. La technique remarche. Ah oui, ça marche alors. Bon, encore une fois, Olivier Perrier, j'ai une question. Je vous remercie infiniment pour cette ouverture, ce décor planté. Et j'ai une question précise, mais qui est beaucoup moins concrète que la précédente. J'ai noté avec plaisir que vous soulignez que le prendre soin s'épanouirait dans une horizontalité des relations. Et la question
le soupçon, la question que j'ai, c'est que j'aurais, comment conserver, entretenir cette horizontalité dans les relations, sachant que celui qui donne l'accueil, le Gastgeber par exemple, a forcément un peu de pouvoir sur celui qui a reçu le Gast. Et donc, voilà, voilà ma question. Oui, bah, c'est une très bonne question, d'autant que je suis allée très vite sur la notion d'horizontalité. Peut-être avant de répondre à votre question, je ferai une précision sur le terme d'horizontalité. Pour le situer dans un contexte. Dans le contexte français, je pense que le développement de l'horizontalité, des relations horizontales, est vraiment fondamental. Parce que précisément, nous sommes dans un État centralisé, nous avons l'habitude de relations verticales. Et donc, mon idée, c'est pas de dire il ne faut que des relations horizontales, c'est de dire au moins, il faudra arriver au moins à un certain équilibre entre la verticalité et l'horizontalité. Parce qu'en France, on a vraiment là-dessus quelque chose d'extrêmement démesuré. Donc introduisons au moins déjà de la mesure. Déjà, rien que ça. Sur le deuxième aspect qui renvoie vraiment à l'une des questions importantes dans les éthiques du Caire, comment on définit la possibilité d'une horizontalité dans des relations de prendre soin ou dans des relations d'hospitalité, d'autant, comme vous l'avez rappelé, qu'il y a toujours une forme d'asymétrie. Hein, il y a toujours dans la relation d'hospitalité, eh bien, quand même, une certaine supériorité ou une certaine, en tout cas, verticalité de l'accueillant par rapport à l'accueilli. De la même manière que dans une relation de soins, il y a toujours aussi une certaine asymétrie entre celle et celui ou celui qui soigne et puis celle ou celui qui est soigné, puisqu'il y a généralement plus de vulnérabilité du côté justement du récepteur du soin. Alors, en fait, là-dessus, il y a un texte extrêmement intéressant, c'est le texte de John Tronto, qui a été traduit en français sous le titre Un monde vulnérable, Moral Boundaries en anglais, et qui essaie de penser, en fait, les conditions de ce qu'on pourrait appeler un juste care. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle d'éthique du care. Quand on parle d'éthique du care, on essaie de parler de relations de soins qui seraient justes, c'est-à-dire précisément qui diminueraient, voire annuleraient la disproportion, ou plutôt l'asymétrie, entre le pourvoyeur de soins et le récepteur de soins. Alors comment on le fait? Eh bien on le fait par plusieurs critères qui tiennent dans une prise une prise en considération concrète du sujet de besoin, c'est-à-dire vraiment la possibilité à la fois de la disposition, c'est-à-dire de l'attention à l'autre, mais aussi un savoir-faire, mais aussi des compétences qui tiennent dans la manière dont les pratiques de soins elles-mêmes se mettent en place. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on nous dit souvent sur les métiers de soins, en particulier quand ce sont des métiers de soins liés aux tâches corporelles, voire parfois au travail social, on nous dit qu'en fait c'est un peu une sorte d'empathie naturelle, un peu féminine, qui fait qu'en fait on peut s'en sortir. Donc, compétences aussi. Et puis, dernier point qui est posé par John Tronto, en fait, le retour du récepteur du soin, hein, d'ailleurs le refus de soin, c'est une forme aussi de retour. Donc il faut aussi qu'il y ait une expression, une prise de parole, quelque part un jugement de celui ou de celle qui reçoit le soin. Donc l'éthique du care, elle essaie bien de penser précisément les différents moments d'un acte de soin qui serait juste. Et d'ailleurs, dans un livre plus récent
de 2013 sur l'idée d'une démocratie du care, caring democracy. John Tronto y ajoute aussi, dans cette définition d'un juste care, le fait d'avoir précisément dans une société des valeurs de solidarité. C'est ce qu'elle appelle aussi la considération de l'être avec, qui est en fait la possibilité finalement d'un commun pour tous les membres d'une même société. Merci beaucoup. On voit bien à quel point les questions permettent aussi de préciser et d'approfondir des éléments tout à fait clés de votre intervention. Donc là, on va être obligé de peut-être si une dernière intervention, si quelqu'un veut intervenir, mais sinon on va donner la parole à Daniel Payot. Donc je regardais Stéphane d'avance, mais il n'a pas... donc la parole est à Daniel Payot. Ce micro-là. Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et merci de me donner la parole. L'intuition d'une possible pertinence de la question « L'art peut-il prendre soin ?» vient peut-être d'abord, paradoxalement, de l'impression première que l'accollement des deux termes art et soin ne va pas de soi, qu'il s'agit là de deux types de réalités différentes, de deux régions de sens hétérogènes. La question serait alors, cette apparente hétérogénéité peut-elle être dépassée? Ce paradoxe peut-il être levé? Peuvent-ils l'être immédiatement, sans médiation, dans le simple rappel d'une unité première ou finale évidente? Faut-il au contraire maintenir le plus longtemps possible l'apparente disparité des termes pour espérer discerner dans le fait même qu'ils sont d'abord étrangers l'un à l'autre le lieu d'une possible relation entre eux et entre les réalités qu'ils désignent? La première modalité, l'affirmation univoque d'une concordance immédiate de l'art et du soin, que suppose par exemple l'expression « art-thérapie », repose elle-même sur le présupposé d'une fin, d'un télos commun. Au fond, sous leur éloignement apparent, art et soin viseraient la même chose. Par exemple la santé, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, l'émancipation. Ils seraient l'un et l'autre des instruments, des agents, des contributeurs, mobilisés au service de cette fin générale et universelle. Alors cette position univoque est celle dont se moque la très mauvaise blague suivante. Dans un avion, un passager se trouvant mal, l'hôtesse de l'air fait au micro un appel pour qu'il lui soit porté assistance. Un homme se lève alors. L'hôtesse, soulagée, lui demande reconnaissante « Ah, monsieur, vous êtes médecin ?» Et l'autre, avec assurance, lui répond « Non, non, pas du tout, je suis architecte. » Contrairement aux apparences, l'aplomb de cet architecte voyageur plonge ses racines théoriques dans l'histoire des idées, et particulièrement dans le siècle des Lumières. Car comment les vertus de l'architecture y étaient-elles alors souvent démontrées, sinon précisément dans le soin que la construction prenait des humains, dans l'environnement favorable qu'elle leur offrait, dans les conditions de survie et de progrès qu'elle mettait à leur service. C'est dans cette logique que la cabane primitive était présentée comme le prototype de tous les établissements humains. Elle était le modèle de sollicitude, d'attention, d'hospitalité bienveillante. Si l'on remonte encore le temps, on s'aperçoit que Vitruve, lui, était un peu plus circonspect, mais qu'il allait déjà globalement dans le même sens. Dans le premier chapitre du premier de ces 10 livres d'architecture, il demande aux architectes de savoir écrire et dessiner, d'être instruits dans la géométrie, de ne pas être ignorants de l'optique, d'avoir appris l'arithmétique, de savoir beaucoup de l'histoire, d'avoir bien étudié la philosophie et d'avoir connaissance de la musique.
Et dans le même paragraphe, il n'exige d'eux que quelques teintures de la médecine. Enfin, en tout cas, c'est la traduction de Claude Perrault. Teintures que la médecine partage alors avec la jurisprudence et l'astrologie. Un peu plus loin, Vitruve explique que l'architecte doit acquérir de telles données élémentaires, je cite, « pour savoir quelles sont les différentes situations des lieux de la Terre, lesquels sont appelés climata par les Grecs, afin de connaître la qualité de l'air, s'il est sain ou dangereux, et quelles sont les diverses propriétés des eaux, car sans la considération de toutes ces choses, il n'est pas possible de construire une habitation qui soit saine. » Malgré la légère dépréciation que suggère le mot teinture, on voit que le souci du sain, de la santé, était déjà compris par Vitruve dans la définition même de l'architecture, dans l'explicitation de sa finalité, en lien avec une connaissance géographique et topologique dont il paraissait indissociable. Alors, un tel souci est-il généralisable à l'art en général? Pourrait-on sans réserve remplacer le mot architecture par le mot art dans toutes les propositions qui définissent la première en renvoyant à une fin ou à un souci énonçable en termes de soins? Il me semble que non. Quelle que soit la définition qu'on en retienne, il ne paraît pas possible d'affirmer sans réticence que l'art serait par essence ordonné à quelque finalité externe, soumis à une constitutive hétéronomie, réduit à un rôle d'outil ou de moyen en vue de tel ou tel accomplissement hétérogène. Que de tels enjeux existent aussi, cela n'est pas contestable. Mais que l'art puisse être défini par de tels enjeux paraît excessif, même à ceux qui ne soutiennent pas l'idée d'une autonomie absolue de l'art, dans une version romantique ou dans une version formaliste, même à ceux qui n'entendent pas durcir l'opposition que posait déjà Mallarmé entre l'écriture et ce qu'il appelait l'universel reportage, c'est-à-dire entre le poétique et ce qu'il appelait la fonction du numéraire facile et représentatif, à quoi il risque, craignait-il, d'être réduit. L'histoire du XXe siècle, entre enrégimentement de la création artistique dans des idéologies totalitaires et embrigadement des arts dans les logiques consuméristes de la société du spectacle ou de l'industrie culturelle, a tracé les contours d'une inquiétante alternative. Ou bien l'art disparaît en devenant produit de consommation ou outil de communication. Ou bien il survit en mobilisant toutes les ressources qui lui restent d'une poétique immanente, d'un agencement interne, d'une élaboration syntaxique spécifique. Ce ne serait pas en important des formes ou des paradigmes qu'une œuvre pourrait revendiquer d'être artistique, mais en élaborant elle-même la grammaire à laquelle répondront ces agencements, leur teneur, leur syntaxe. Quant à la question qui nous occupe ici, l'art peut-il prendre soin? L'alternative pourrait bien prendre la forme d'un piège fatal. Si l'on minimise ou récuse ces spécificités, c'est-à-dire l'effectivité de lois immanentes qui le constituent et le légitiment en tant qu'art, si par exemple on l'ordonne à des finalités autres telles que le prendre soin, non seulement on risque de le dissoudre dans un ensemble téléologique hétéronome, une morale, une éthique, une disposition humaniste générale, mais encore on risque de le nier comme art. On n'oppose plus de résistance à sa résorption dans les logiques de la communication, du message, du numéraire. Mais si au contraire on récuse tout lien entre agencement spécifique et finalité exogène, entre immanence et enjeu extérieur, par exemple entre art et soin, alors on enferme l'art
dans une position de souveraineté monadique, indifférente au monde, dans une auto-affirmation plus ou moins cynique, exclusive. On ruine toute possibilité de lui reconnaître la moindre effectivité, au-delà du geste arbitraire ou du jeu gratuit, et cela aussi pourrait bien conduire à une négation de l'art. Comment dépasser cette aporie? Et d'abord, faut-il la dépasser? N'est-il pas possible de prendre une autre voie, certes plus ardue et apparemment paradoxale, qui consisterait à accepter l'aporie, à la considérer comme inévitable et à chercher en elle, dans la contradiction assumée, un sens nouveau et potentiellement suggestif? Pour esquisser cette voie, je me limiterai à 2 indications. La première m'est offerte par le poète Francis Ponge. Dans 2 textes des années 1950, il partait du constat que le monde n'a jamais aussi mal fonctionné dans l'esprit de l'homme, surtout, précisait-il, depuis que l'homme, je cite, ne considère plus le monde que comme le champ de son action, le lieu et l'occasion de son pouvoir. Mais il ajoutait que les artistes, eux, sont, parmi les humains, ceux qui gardent le sentiment du fonctionnement, par ailleurs détruit, et peuvent, comme les horlogers, remettre en mouvement des mécanismes arrêtés ou erratiques. Dès lors, écrivait Ponge, leur vie est tracée. Ils n'ont plus qu'une chose à faire, plus qu'une fonction à remplir. Ils doivent ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, et le monde par fragments, comme il leur vient. Dans l'autre texte, donc tout à fait contemporain, de la même année, la même évocation de l'artiste prenant en réparation le monde, par fragments comme il lui vient, était accompagnée d'une nuance. Non pas, ajoutait Ponge, non pas pour autant que l'artiste se tienne pour un mage, seulement un horloger, réparateur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du compotier, tel est bien l'artiste moderne, irremplaçable dans sa fonction. Son rôle est modeste, on le voit, mais l'on ne saurait s'en passer. Il y a dans ces déclarations une sorte de disproportion entre l'ambition d'une réparation du monde et l'insistance mise sur le fait que cette réparation ne peut procéder que par fragments. Précision qui va de pair avec l'affirmation du rôle finalement modeste de l'artiste. Car réparer par fragments, ce n'était, dit Ponge, ni expliquer, ni transformer le monde dans sa totalité. L'artiste, dans son atelier, traite les unes après les autres des choses particulières, singulières. Il remet en route chacune, l'une après l'autre. Ce geste, spécifiquement artistique, n'obéit pas à quelque modèle général, à quelque loi externe, mais, comme celui de l'horloger, il répond à la complexion interne, spécifique de chacun des mécanismes traités. Il exhume ou actualise les possibles que la chose singulière contient et qui étaient réprimés. Entre le mécanisme interne de la chose et la compétence de l'artiste horloger, il existe ainsi une relation. Mais celle-ci n'est pas de domination de l'un sur l'autre, elle ne soumet pas l'un aux exigences de l'autre. Pour remettre le mécanisme en route, il faut que l'artiste lui prête attention. Sinon, il ne parviendrait pas à discerner en lui les possibles qui s'y trouvent contenus. Ensuite, les moyens qu'il mettra en œuvre, moyens de l'écriture pour Ponge, moyens picturaux pour Braque ou d'autres artistes,
Ces moyens relèvent, eux, d'un savoir-faire spécifique, de procédés et d'agencements qui ont leur propre loi. Le pouvoir de suggestion de la proposition tient ainsi à une sorte de relation non transitive et pourtant effective, relation d'écho entre immanence de l'œuvre et immanence de la chose évoquée. On entend cet écho quand, à la fin d'un texte qui décrit soigneusement une cruche, Francis Ponge se demande « Mais tout ce que je viens de dire de la cruche, ne pourrais-je le dire aussi bien des paroles ?» S'il est possible de trouver là une certaine idée du soin porté aux êtres et aux choses, on dira que dans cette acception, le soin est simultanément attention portée à l'autre dans sa singularité et non-renoncement à la texture de la parole ou du geste qui s'y rapporte. Le résultat est une mise ou remise en marche conjointe et de l'immanence singulière de la chose fragile, vulnérable, fragmentaire, et de l'immanence singulière de la parole ou du geste réparateur, eux-mêmes indissociablement efficaces et fragiles, vulnérables et fragmentaires. La seconde indication sur laquelle je terminerai m'est offerte par le philosophe Théodore Adorno. Dans un texte de 1962 qu'on lui a beaucoup reproché, il critiquait la notion d'engagement en opposant à l'intention et au vouloir, à l'illusion d'une efficacité que l'art exercerait sur le monde empirique et au désir de soumettre les œuvres d'art à des valeurs ou à des vérités exogènes, il opposait donc ce qu'il appelait les exigences objectives de l'agencement en soi des œuvres, disons leur loi propre, leur loi immanente, leur autonomie. Il conseillait ainsi de ne pas, je cite, renchérir sur ce que ces œuvres disent aux dépens de ce qu'elles sont. Mais dans le même texte, il faisait allusion à la souffrance du temps et à la conscience du malheur évoquée par Hegel. À propos de ce qu'il nommait l'intransigeance absolue de certaines œuvres, et il désignait par là justement ces moments qu'on a condamnés pour formalisme. Je ne reviens pas sur le contexte, mais il y a dans ces années-là tout un contexte d'acceptation ou de refus du formalisme. Et en particulier, Adorno prend ici position contre Lukács et contre un certain marxisme très orthodoxe, pour qui les œuvres ne doivent pas, disons, se renfermer sur elles-mêmes et trouver en elles-mêmes leur propre loi, mais elles doivent être au service d'une cause politique ou autre. Donc ces œuvres que Adorno appelle ici intransigeantes, celles qui donc ont pu être condamnées pour formalisme, c'est celles donc, qui revendiquent l'autonomie ou plutôt l'immanence de leur législation. Donc à propos de ces œuvres, il notait que ces œuvres souvent possèdent précisément une force que n'ont pas certaines autres œuvres qui se plient à ses yeux trop vite aux exigences de la dénonciation, de la déploration ou de la compassion. Il prend pour exemple Kafka et Beckett et il note un paradoxe. Parce que leurs œuvres sont allées, ce sont les termes d'Adorno, sont allées jusqu'au bout de l'articulation, c'est-à-dire de leur loi immanente, jusqu'à perdre tout contact avec le monde, parce qu'elles ont résolument refusé tout empressement exogène, elles sont parvenues à une promesse de bonheur correspondant vraiment à l'idée de l'œuvre engagée, c'est-à-dire d'abord à l'idée d'une distanciation polémique. Autrement dit, l'apparent repli sur leur seule souveraineté, sur leur seule construction apparemment soustraite à toute révérence pour la réalité extérieure,
les a menés jusqu'à un point où, écrit Adorno, la cristallisation de leur forme est devenue l'analogone d'un autre qui doit être. Le mot analogone est ici important. Il désigne une relation, mais qui n'est pas transitive, qui n'est pas un rapport de détermination directe. Une phrase de Minima Moralia, écrite dans les années 1940, disait « Remplacer la monade par la solidarité favoriserait en même temps le salut de chacun qui ne retrouve sa particularité que dans sa relation à l'universel. » Entre monade et solidarité, il existe manifestement une antinomie. Mais précisément, écrit Adorno dans un texte sur Beckett, la dignité de l'art, aujourd'hui, ne se mesure pas à sa capacité d'échapper par hasard ou par habileté à la contradiction, mais à la manière dont il l'assume. Que signifie, en l'occurrence, assumer la contradiction? C'est, je crois, ce qu'indiquent les pages du même Adorno, de la théorie esthétique, donc posthume, qui d'un même trait opposait et associait d'un côté la maîtrise, la rigueur constructive, l'ordonnancement rationnel des matériaux, et d'un autre côté ce qu'Adorno appelait la mimésis. Alors, dans son lexique, mimésis ne signifie pas imitation ou copie, mais désigne tous les comportements qui, donc dans une sphère pré-rationnelle, antérieure à l'entendement et aux intentions calculées, se rapportent à ce qui n'est pas reconnu, repéré, défini, identifié, domestiqué. La mimésis est l'expérience non conceptuelle d'un non identique, de ce qui résiste à sa réduction à une identité. Donc d'un autre qui garde toujours quelque chose d'indocile ou d'indompté. Ainsi, écrivait Adorno, la mimésis, c'est le pré-spirituel, le contraire de l'esprit, mais il ajoutait aussitôt qu'elle est en retour ce à partir de quoi l'esprit s'illumine. Cet en retour est évidemment déterminant. Sans lui, on en resterait à une opposition statique, disons du rationnel et du mimétique, de la logique interne et de la tension à l'autre. Mais avec lui, avec ce terme, avec cette expression de « en retour », on devine que ces éléments contraires entrent en relation et que de leur tension naissent des opportunités nouvelles. Dans les œuvres d'art, expliquait alors Adorno, l'esprit est devenu principe de construction. Mais il ne suffit pas à sa finalité, ou il n'y suffit, donc il ne suffit à sa finalité, que lorsqu'il s'élève à partir de ce qui attend d'être construit, à partir des impulsions mimétiques, que lorsqu'il s'intègre à elles au lieu de s'imposer de façon autoritaire. Donc l'esprit, c'est-à-dire le principe de construction, si vous voulez, le principe de construction ne parvient à ses fins que lorsqu'il tient compte, même plus que ça, lorsqu'il part de ce qui n'est pas encore construit, de ce qui n'obéit pas encore à ses propres principes de construction, donc ce qu'il appelle ici ces impulsions mimétiques. Et donc, le principe de construction ne parvient à ses fins que lorsqu'il ne s'impose pas de façon autoritaire en écrasant cet autre mimétique. Autrement dit, la construction, tout autonome qu'elle soit, ne parvient à ses fins, n'est art, que quand elle se tourne vers un fond non maîtrisé qui lui résiste, mais sans lequel elle ne serait qu'autocratie arbitraire et insignifiante. La rationalité des œuvres d'art, résumait Adorno,
ne devient esprit que lorsqu'elle s'abîme dans ce qui lui est diamétralement contraire. D'où, notait-il, la persistance dans les œuvres d'art, même les plus élaborées, d'un résidu mimétique, c'est un résidu d'altérité, résidu d'un irréductible, rebelle à la forme. Je retiens de tout cela qu'entre l'œuvre et la singularité empirique extérieure se tissent bien des relations. L'œuvre d'art n'est pas emphatiquement érigée en monument solitaire suffisant, elle prête attention à l'autre, auquel elle se trouve depuis toujours et de manière immanente confrontée. Mais ces relations ne sont pas des relations de causalité directe. L'œuvre ne rejoint l'autre singulier qu'en trouvant en elle l'espace d'une expérience de l'indompté. Un fond irréductible à toute domination, fond qu'elle ne maîtrise jamais, dans lequel elle s'abîme. C'est la confrontation avec l'irréductibilité de ce fond qui fait de l'œuvre elle-même l'analogone d'un autre qui doit être. C'est elle, cette confrontation, qui accorde à l'œuvre d'art d'être résistance à la maîtrise et à la domination, d'être utopie. Je conclus en 2 phrases. 1. S'il y a du sens à parler d'un prendre soin spécifiquement artistique, celui-ci ne peut procéder seulement d'une intention volontaire, d'une motivation résolue, d'une détermination immédiate, même si évidemment tout cela doit être présent. L'expérience est aussi, et peut-être d'abord, celle d'une étrangeté à soi, de l'inscription en soi d'un autre irréductible, expérience fondamentalement antinomique, d'une altérité indomptée, dont la prise en compte suppose indissociablement la construction d'une logique immanente et l'accueil de ce qui vient écarter, inquiéter, contredire cette logique pourtant nécessaire. Et, deuxième et dernière phrase, dans cette hypothèse, l'architecture me semble se trouver dans une situation particulière, exemplaire, parce que le rapport entre construction immanente et prise en compte de l'altérité non soumise, soustraite à la domination, pourrait bien constituer l'un de ces enjeux essentiels, peut-être inscrit dans sa définition même. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour cette... On se partage un micro. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous ramène justement à cette question de l'autre, de l'étrangeté, de la question de l'art dans toute sa résistance à l'explication, et qui relance la question de cette... redonne toute sa dimension au prendre soin en réinterrogeant ce rapport à un fond qui est non maîtrisé, un fond avec lequel on est en contact. Enfin, je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement important pour nous, ce travail sur ce rapport entre art et architecture aussi, qui est une question absolument récurrente, qui revient de l'art architectural aussi, qui est extrêmement, extrêmement présente. Mais la parole est à la salle, puisque nous avons donc Stéphane d'Avance. Et on fait passer le micro. Je suis désolée. Non, mais c'est pas Oui, est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Un tout grand merci. C'est terriblement difficile, évidemment, d'intervenir après une intervention aussi dense qui mériterait d'être lue et relue. C'est tout à fait passionnant, cette question de l'art en général, et la question d'architecture qui arrive dans l'extrême fin vient évidemment nous interroger encore un peu plus. En fait, cette question
comment dire, de la transitivité de l'art et de l'engagement est vraiment passionnante. Et c'est vrai qu'on se demande dans quelle mesure elle n'est pas plus facile à justifier. Je m'explique mal. Je me demande dans quelle mesure, en fait, votre intervention ne fonctionne pas particulièrement bien avec l'art moderne. Je m'explique. La question de savoir si le poète ou l'architecte doit être engagé, c'est effectivement posé. Et c'est vrai que Adorno a défendu la question comment dire, d'une autre forme d'engagement qui est au cœur même du langage artistique. Hein. On trouve cette scission-là aussi dans le Bauhaus, par exemple, au moment où Mies van der Rohe répond à ses amis, qui ne le sont plus tellement à ce moment-là d'ailleurs, que ce qui lui importe plus, c'est moins l'engagement par l'architecture dans une logique de que construire, mais dans la manière de le faire, le comment construire. Et il retrouve évidemment cette intuition d'Adorno qui est on peut s'engager autrement, on peut s'engager non pas en faisant une architecture d'emblée au service d'eux, mais en révolutionnant le langage architectural et en faisant avancer l'esprit sans doute, ou chacun appelle ça comme il veut, un état civilisationnel. C'est ainsi que parle Bruno Taut, par exemple, ou Scherbart. Hein. Sartre lui-même, qui était particulièrement soucieux de l'engagement en art, a quand même écrit un texte aussi sur Mallarmé et a distingué praxis et exis de la même manière pour essayer de démontrer que chez ce genre d'artistes-là, il y a une forme d'engagement, mais qui est dans la création d'autres mondes ou de d'autres langages. Et c'est assez étonnant, parce que Sartre, à l'époque, est vraiment dans la logique classique de l'engagement. Il s'agit quand même de décolonialisation, enfin, toutes ces choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Et donc, là, quelque chose se passe qui est tout à fait passionnant, mais dont je me demande si ça fonctionne aussi bien, par exemple, avec ce que Nathalie Hennig appelle vraiment l'art contemporain, qui, lui, ne cesse de dévoyer les limites de l'art et aussi de provoquer. C'est un art, si vous me permettez, mais c'est un mot que j'utilise évidemment avec 3 paires de guillemets, c'est un art qui est plus méchant. Parce qu'on vient de parler d'un poète magnifique, Ponge, qui est effectivement plein d'humour, tendre, d'une intelligence extraordinaire, d'une complicité avec le lecteur. Mais il y a aussi des artistes méchants, des artistes qui veulent vous faire mal. Et c'est là que je voulais en arriver avec l'architecture. Souriau, dans La correspondance des arts, dit, en reprenant une phrase de Victor Hugo, « Le vent, c'est tous les vents », c'est très beau. Hein. Souriau prend comme hypothèse de départ « L'art, c'est tous les arts ». Et j'ai cru au début de votre conférence que c'était effectivement ce regard-là que vous portiez, c'est-à-dire l'art, c'est tous les arts. On peut parler de l'art de manière générale. J'ai eu un prof qui s'appelle Minguet et qui, dans un dialogue tout à fait passionnant avec Souriau, qu'il estimait beaucoup, prenait le contre-pied en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas ce qu'il y a de semblable dans tous les arts, mais c'est le différentiel, c'est faire de l'esthétique différentielle. » Et là, me semble-t-il, avec la question du care, c'est une longue intervention pour en arriver là, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas facile hein, de répondre, et il faudrait prendre du temps, il faudrait écrire. Justement, il me semble que là, on voit à quel point l'architecture, une fois de plus, est au cœur de questionnements complexes. Elle revendique son statut d'art. Elle revendique, comme les autres arts d'ailleurs, le droit à l'autotélisme, le droit à être son propre langage et à être totalement dans comment dire, dans son propre télos, quoi, hein, de simplement être langage architectural. Mais là, comment dire,
C'est difficile, hein, ce genre de questionnement. Ça, c'est le questionnement, effectivement, moderne. Aujourd'hui, ce qui se pose avec le care en architecture, c'est de savoir si on peut suivre une génération d'architectes plus récents, ceux qui se sont mis sous la bannière de la déconstruction dans les années 80, en 88, et qui aujourd'hui ne revendiquent plus ce terme, mais qui revendiquent clairement dans un documentaire qu'ils ont réalisé, qui est disponible, hein, c'est un film qui est disponible, et ils revendiquent une forme de méchanceté. Je pense à Eisenman, à Tchoumi, à Zaha Hadid, à Libeskind, qui acceptent le principe que l'architecture ne doit pas être dans une logique de sollicitude. Tchoumi, avec son style habituel, dit « Moi, je ne veux pas d'une architecture prosaque. » Donc, il s'agit bel et bien de revendiquer que l'architecture puisse, comme les autres arts, exprimer le temps, exprimer son époque, par tous les moyens possibles et utiliser tous les ressorts rhétoriques des autres arts, justement. Il s'agit de faire comme en peinture, de nous faire peur peut-être même, de nous dégoûter. Il y a des œuvres qui jouent sur ce type de pathos. Hein. Comme je dis aux étudiants, quand on est face à une œuvre difficile, un peu méchante, je pense à l'anecdote dans le Joker, Nicholson dans Batman, s'amuse à détruire toutes les œuvres d'art avec ses coreligionnaires et à un moment donné il dit « Ah non, 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 pas celle-là, elle est parfaite » et c'est un Francis Bacon. Alors Francis Bacon, évidemment, nous déchire, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui. Il nous interpelle. Alors si on va le voir à la Tate Gallery, à un moment donné, on arrête, on monte boire un café, on rentre chez soi dans un peu plus de confort. Et on voit bien, évidemment, qu'en peinture, le fait de jouer avec notre inconfort est accepté. Hein. Le fait que l'art utilise des voies qui vont à l'inverse presque de la sollicitude, qui soit de nous ravager, comme dirait Montaigne, hein, l'art qui nous ravit et nous ravage, pour utiliser sa formule, on en voit les limites en architecture. Et c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on voit, et c'est quand même très tard sur la ligne du temps qui nous conduit de Vitruve à Koolhaas, c'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la théorie architecturale des architectes, mais je me trompe peut-être, qui revendiquent clairement de ne plus mettre l'architecture au service de la commodité, au service de l'homme, en tout cas d'un certain homme, hein, ils sont peut-être dans une logique transhumaniste ou post-humaniste, et adopte pleinement cette idée que, et c'est un texte de Tchoumi, l'architecture peut faire violence, hein, la violence est reconnue. Et il y a quelque chose là qui m'intéresse beaucoup parce que je vois bien que c'est clivant, c'est clivant comme le vaccin. Chez les étudiants, cette idée de la violence en architecture et du droit de l'architecte de secouer, de nous faire des formes qui nous angoissent même, hein, des dispositifs spatiaux qui nous déstabilisent, quoi, hein, donc qui sont très peu dans la sollicitude, soit fait l'objet d'une forme d'enthousiasme chez certains. Ben oui, on est au XXIe siècle. Ils reprennent d'ailleurs les arguments de Tchoumi. Hein, on est dans un siècle violent, tout est chaotique. Eh bien, que l'architecture soit le reflet de cette époque-là. Et puis évidemment, on a ceux qui sont tout à fait scandalisés, bien entendu, et qui repartent de cette idée que s'il y a bien un art qui doit être dans la sollicitude, c'est l'architecture, évidemment. Et ils ont évidemment 2500 ans d'histoire de l'architecture au moins pour montrer que l'autoroute de l'architecture est plutôt celle-là. Voilà. Et donc il y a là ce questionnement sur est-ce qu'il n'y a pas une particularité de l'architecture? La musique dodécaphonique nous a perturbés, la modernité en peinture, les films de la nouvelle vague, le nouveau roman, d'ailleurs je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui lisent le nouveau roman, hein. On est allé très loin dans le dispositif qui nous dérangeait, qui nous perturbait,
est-ce qu'en architecture, on peut le faire, on a le droit de le faire, on doit le faire? Est-ce que dans une école, on peut enseigner ce type de rapport à l'architecture? C'est des questions qui restent pendantes et qui, à mon avis, mériteraient d'être exploitées, mais il faudrait 3 jours de colloque, et je suis vraiment désolé d'avoir pris la parole aussi longtemps, et avec autant de maladresse, parce que c'est pas facile, je répète, d'intervenir tout de suite après des exposés comme les 2 vôtres, qui sont très denses. Il faudrait qu'on puisse avoir 2 jours pour étudier avant de revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réflexions. Je ne vais pas répondre en détail, mais il y a quand même 2-3 points que je voudrais relever. D'abord, mon intention générale, c'était de prendre positivement l'idée du prendre soin. Mais de dire cette idée, peut-être on gagne à s'interroger sur les modalités précises de la mise en œuvre. Et on peut parler du prendre soin en général, bien entendu, mais là, la question de l'art me renvoyait justement à une certaine façon que je trouvais au départ un peu exotique, puisque on peut pas dire l'art est fait pour prendre soin, quoi. Moins que pour l'architecture, justement. C'est pour ça, c'était de travailler cette distinction me paraissait, disons, suggestif au départ. Mais c'était pas pour la rejeter, cette notion. C'était au contraire pour dire bon, où on va trouver de quoi nourrir une réflexion sur la spécificité de chacune de ces interventions. Voilà. Alors, sur le fait qu'il y ait une architecture méchante, ça m'intéresse bien parce que je trouve qu'il y a plusieurs types de méchanceté ou de violence. Il y a une violence gratuite qui consisterait à imposer une forme contre tout et contre tous. C'est pas ça qui est intéressant. Et souvent, cette violence-là, j'allais dire, elle est involontaire. Enfin, disons que ceux qui se rendent coupables de ce genre de violence architecturale, ils ne disent pas qu'ils le font délibérément pour être violents. Ils le sont au résultat, mais c'est pas un geste artistique, c'est pas un geste architectural. Donc cette violence-là, disons, elle nous intéresse pas. Elle nous intéresse de façon critique, mais elle nous intéresse pas positivement. En revanche, il peut y avoir une autre violence. Qui est une violence de l'interruption, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est parce que l'ordre qui s'est imposé est insupportable qu'il faut justement produire de l'interruption. Et cette interruption, elle sera produite non pas par un geste mou, mais par un geste qui s'affirmera. Alors, les exemples que vous donnez, alors je retiens seulement Eisenman, parce que en entendant ce mot-là, je me suis dit, d'accord, on voit bien le côté arbitraire, le côté non-sollicitude de l'architecture d'Eisenman. Mais en même temps, quand on regarde ce qu'il en dit de son architecture et comment il la pratique, on se rend compte qu'il y a un formalisme extraordinaire dedans. C'est-à-dire qu'au fond, il ne dit pas « je vais vous embêter avec mon architecture », il le dit, au fond, le sujet humain, c'est ce qui ne doit plus être au centre de la question architecturale, mais ce qui remplace le sujet humain, c'est, alors là, pour le coup, une logique immanente qui n'a pas d'autre. J'exagère, mais si on veut retenir le côté le plus radical, on n'intègre pas l'altérité dans le processus même de la conception, et dans le projet lui-même, d'une certaine façon. Et donc, on ne trouve que des éléments internes que l'on combine les uns avec les autres, et puis ça donne quelque chose qui est censé être habitable. Il faudrait évidemment être beaucoup plus nuancé, parce que même dans l'ensemble de l'œuvre d'Eisenman, il y a des gestes qui sont différents de ce point de vue-là. Mais c'était juste une remarque que je me suis faite quand j'ai entendu ce nom avec les autres. Par exemple, Libeskind, qu'il fasse des propositions un peu tendues, un peu heurtées quand il dessine le musée juif de Berlin. Ça se comprend. Ça se comprend. On ne va pas évoquer la Shoah par des trucs gentils. Voilà. Donc,
là, il y a un sens hein, à faire ça. Mais évidemment, c'est pas ce projet-là, dans ce contexte-là, hein, il a ses propres finalités. Hein. Il n'est pas exportable s'il s'agit de construire des logements sociaux. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc à chaque fois, il y a cette attention que l'on porte dès le début, c'est-à-dire que dès la première réflexion du projet, hein, sur la destination, sur le contexte, sur le passé, mais aussi sur l'avenir, sur l'autre, quoi, hein, sur cette altérité. Bon. Donc, moi, ça me paraît absolument, inévitable. Hein. Simplement, ce que je souhaitais à travers ces quelques remarques là, c'était dire il y a un discours que nous partageons, je pense, hein, sur le prendre soin en général, etc. Et puis après, il y a la question que se pose chacun là où il est, avec la profession qu'il exerce et la situation sociale dans laquelle il se trouve, bon, de comment mettre ça en œuvre de façon spécifique. Hein. Et ça, il me semble que... C'est pour ça que je terminais sur l'architecture, parce qu'il me semble que là, l'architecture, elle est vraiment exemplaire de ce point, pour cette question-là. Hein. Pas forcément pour les résultats qu'elle propose, mais pour la question elle-même. Hein. Parce qu'on ne peut absolument pas... me semble-t-il, hein, dissocier, même dans les architectes les plus formalistes, hein, on parlait d'Eisenman, bon, on ne peut pas dissocier le projet architectural de l'attention portée à l'altérité, c'est pas possible, enfin, à l'altérité et à tels ou tels autres singuliers. Hein. Dans ce que j'ai essayé de faire, la notion de singularité est évidemment très importante. Hein. On ne va pas diluer les singularités dans des grandes formules, hein, ce qu'on a fait sans doute trop souvent par le passé. Donc cette attention portée à la singularité, elle est dans le projet même architectural, me semble-t-il, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais suggérer. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je peux le dire comme ça en tant que philosophe. Hein. Après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tel ou tel architecte prend véritablement en compte, hein, cette dimension de relation à l'altérité, etc., et comment il le fait avec les instruments qui sont spécifiquement les siens, et qui sont différents de ceux des artistes. Voilà. Alors, juste pour terminer, ce qui m'intéresse dans cette histoire de singularité, c'est aussi, évidemment, que on ne peut pas réduire tous les gestes artistiques à une même... bon, de ce point de vue-là, je ne serais pas du côté de Souriau, quoi. Hein. Et si ma référence ici était à Adorno, j'oublie pas qu'Adorno, d'abord, a très peu parlé d'architecture, très peu, à part un très beau texte sur le fonctionnalisme, hein, qui est quand même très important, mais enfin, il en a très peu parlé, et que sa passion, c'était la musique. Hein. Donc, c'est pas un hasard, parce que la musique, c'est véritablement un langage qui fait appel à une construction immanente. Hein. C'est pas un langage mimétique. Hein. Bon, et donc, s'il s'intéresse à la question de savoir où trouver l'altérité, où trouver l'autre, hein, à l'intérieur d'un langage immanent, hein, c'est un peu la question que j'ai voulu poser, hein, où se trouve la rencontre avec l'autre dans un langage immanent, c'est évident que le poids, hein, de sa référence musicale est ici déterminant. Mais ce qu'il dit ne me semble pas réductible à la seule musique, hein, et peut-être que dans d'autres pratiques professionnelles, artistique et peut-être architectural, il y a comme une sorte de fond musical, alors pas au sens de la sonorité, mais au sens justement de cette espèce de tension, hein, entre logique immanente, et Adorno parle parfois même d'autonomie, hein, ce qui est très problématique, hein, une logique immanente, mais une logique immanente qui ne se renferme pas sur soi, qui n'est pas autocrate, hein, mais qui, parce qu'elle est immanente, trouve précisément, ou peut trouver, hein, ça ne marche pas à tous les coups, mais peut trouver précisément la place de cet autre. Hein, et la place de cet autre rend cette logique immanente à la fois absolument inévitable et fragile, hein, et inquiète, quoi, disons. Hein. Je préfère le terme d'inquiétude. Voilà, en gros. Merci beaucoup.
je crois qu'on va en rester là parce que le temps finalement rythme notre rencontre. Donc on va faire une pause. Donc vous avez vu un peu l'organisation de ce colloque. On l'a construit en termes finalement certaines thématiques, il y a des séquences comme ça qui à chaque fois donnent l'ouverture à deux paroles qu'on appelle conférences et qui sont effectivement des temps singuliers où un certain discours a été construit en tant que tel et qui finalement quelque part d'une certaine manière rentre dans la catégorie des philosophies du prendre soin par exemple. Là maintenant ça va être suivi maintenant d'une table ronde et ça sera comme ça cet après-midi et demain aussi. Donc c'est toujours le même principe qui est en jeu. Donc maintenant, on se retrouve donc à 11h.